Bonjour chers abonnés, comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas à Paris. Aujourd'hui nous sommes à Dakar au Sénégal, à la place de l'Indépendance, pour rencontrer le docteur Lassana Gagny Sakho, président du conseil d'administration de l'APIX. Bonjour Lassana. Bonjour Ali, c'est un plaisir de te retrouver au Sénégal. Je pense que tu es le reflet de ce que la diaspora doit faire, créer de la richesse de l'autre côté, mais également au Sénégal. Et je te félicite pour cette excellente initiative qui permet de mettre en lumière, je pense, certaines ressources humaines du Sénégal. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes le PCA de l'APIX. Alors, l'APIX qui est une agence de promotion de l'investissement et des grands travaux au Sénégal. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? L'APIX, comme son nom l'indique, c'est l'agence de promotion de l'investissement et des grands travaux du Sénégal. Deux vocables qui sont très importants. Promotion des investissements, comment faire pour faire attirer les investisseurs, comment rendre notre pays attractif. Je pense que c'est le cœur de métier de l'APIX, c'est également la promotion des investissements. Mais également, un volet qu'on ne voit pas souvent, c'est la promotion du secteur privé national. Et je pense que c'est bien mis en exergue dans le nouveau plan de transformation Sénégal 2050 du président de la République. Dans l'épine dorsale, c'est le secteur privé national. Le secteur privé national qui ne peut pas forcément dire se recroqueviller sur soi, c'est également être ouvert. Voilà, je pense qu'une des innovations majeures du président de la République, c'est de faire du secteur privé national le levier de création de richesse de notre pays. Vous avez fait référence au plan de transition, transformation 2050. Alors, pour d'aucuns, ce serait un copier-coller du PSE de l'ancien président de la République, Macky Sall. Oui, pour d'aucuns, c'est des copier-coller. Mais je pense que quand on lit le plan, la grosse différence, je l'ai dit tout à l'heure, l'épine dorsale de ce plan, c'est le secteur privé national. Ce n'était pas le cas dans le PSE, bien sûr, qui était essentiellement concentré sur je pense, les grands travaux d'infrastructure. Je pense qu'il y a d'autres leviers qui sont très importants. C'est la bonne gouvernance qui est un des aspects majeurs de ce plan. Et je pense que depuis son installation, le président de la République a posé des actes très forts qui montrent que décliner ou clamer bonne gouvernance dans le plan Transformation Sénégal 2050, ce n'est pas seulement des mots, c'est des faits. C'est également mettre le secteur privé national au cœur du plan Transformation Sénégal 2050. Ce n'était pas le cas avec le plan Sénégal émergent, où le secteur privé national était cantonné à un rôle de sous-traitant des grandes entreprises. Je pense qu'il y a des innovations majeures et je pense que les priorités sont très, très bien définies et c'est sur le court terme qu'on va arriver à réaliser des actions qui sont très attendues par les Sénégalais. C'est manger à sa faim, c'est des choses basiques, c'est se soigner, c'est également pouvoir avoir une éducation de qualité. Et je pense que ça, c'est des aspects importants sur lesquels on va travailler. Et naturellement, sur le long terme, on travaillera sur des aspects macro beaucoup plus importants. Je pense que la grosse différence, elle est à ce niveau-là. D'accord. Et pour revenir à votre fonction de président du conseil d'administration de l'APIX, alors comment décrirez-vous vos missions, votre quotidien? Voilà. Moi, je préfère qu'on parle d'organes de gouvernance. On est dans l'administration publique. Vous avez les présidents des conseils d'administration, vous avez ce qu'on appelle les présidents des conseils de surveillance, vous avez ce qu'on appelle les présidents des conseils d'orientation. Mais c'est en général des organes de gouvernance. Nos États, l'État du Sénégal, comme beaucoup d'autres États africains, ont mis en place ce qu'on appelle des emprises du secteur parapublic, où l'État laisse majoritaire, en général à 100%, en général largement majoritaire, et on veut appliquer dans ces structures ce qu'on appelle la gestion du secteur privé. Et c'est dans ce cadre qu'on met en général des organes de gouvernance. Et je crois qu'il y a des avancées très significatives. Nous avons mis en place, par exemple, ce qu'on appelle le cercle des administrateurs publics,
qui regroupe les chefs de ces organes de gouvernance et qui entre en droite ligne dans la politique d'amélioration de la gouvernance du secteur privé du président de la République. Le chef d'un organe de gouvernance, son rôle, c'est de valider les stratégies, de valider les plans et de valider les orientations stratégiques. Alors que le directeur général, son rôle, c'est d'exécuter ces orientations stratégiques. Je pense à ce niveau qu'il faut faire cette clarification. Mais ça rentre, comme je dis encore une fois, dans une logique de modernisation de la gouvernance publique. D'accord. Et du coup, peut-on parler de dualité entre le PCA et le DG, directeur général? Il ne peut pas y avoir de dualité entre un PCA et un directeur général, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Le directeur général est sous l'autorité du conseil d'administration qui surveille l'exécution des orientations au niveau de l'État du Sénégal, par exemple. Le conseil d'administration doit s'assurer que les orientations stratégiques de l'organe sont en cohérence avec le plan de transformation Sénégal 2050. Après, il faut surveiller régulièrement, se réunir pour voir si les orientations sont bonnes. Les deux se complètent en réalité, si on voit bien. Mais il ne peut pas y avoir de dualité, ça n'est pas possible. Parce qu'on parle d'organe de gouvernance. C'est l'organe qui définit les grandes lignes et qui fait de la surveillance. C'est pour ça, parfois, on parle d'organe de surveillance, d'organe d'orientation. Ça veut dire que j'oriente. Surveillant, je surveille. Conseil d'administration, ça veut dire j'administre. Les mots ont bien leur sens. Mais je pense qu'il n'y a pas de dualité. On se complète. On travaille tous pour le même État. Les citoyens sont actionnaires majoritaires. Et ce qu'on veut, c'est qu'à travers ces organisations, qu'on arrive à créer de la valeur pour les populations. Mais il ne peut pas y avoir de dualité. Il y a plus de risques qu'il y ait des dualités dans le secteur privé, où l'administration en général, le conseil d'administration est actionnaire. Et le conseil, dans le secteur privé, le conseil est dans une logique de profit à court terme. Alors qu'au niveau de l'État, on n'est pas dans une logique de profit, mais on est dans une logique de service aux citoyens. Je pense que la différence, elle est quand même énorme, ce qui fait qu'il ne doit pas en principe y avoir de dualité entre un directeur général et un président de conseil d'administration. Merci pour cette distinction entre service public et secteur privé. Secteur privé que vous avez fréquenté, je dirais, pendant plus de 30 ans. C'est ça. De la SOBOA, vous êtes passé par SC Johnson, vous avez travaillé pour Colgate, vous avez travaillé pour Coca-Cola, vous avez travaillé pour Philip Morris. D'accord. Qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui? Théoriquement, on pense qu'on apprend les meilleures pratiques dans le secteur privé. C'est pas toujours vrai, je pense que c'est une appréhension. Mais on apprend beaucoup de choses dans le secteur privé que si on les met de façon intelligente dans le secteur public, on peut arriver à trouver des solutions. Mais le secteur public a les mêmes contraintes, c'est même parfois plus difficile. Parce que dans le secteur public, dans nos pays, comme dans le Sénégal, vous avez les contraintes d'argent. Ce qui fait que vous ne pouvez pas forcément arriver à atteindre vos résultats à cause de faute de moyens. Dans le secteur public, quand on vous dit vous avez un budget de 100, vous avez réellement un budget de 100. Dans le secteur privé plutôt, quand on vous dit vous avez 100 en budget. Dans le secteur public, quand on vous dit vous avez 100, et parfois vous vous rendez compte à la fin de la journée, vous avez 50. Donc c'est des contraintes énormes. Mais je pense que le secteur public est relativement beaucoup plus difficile parce que les règles ne sont pas forcément toutes rationnelles. Le secteur privé, vous avez un collaborateur qui n'est pas bon, vous le verrez, ça pose de problème à personne. C'est quasiment impossible dans le secteur public. Et je pense que c'est toute cette logique qui a poussé à réformer notre administration publique. Parce que ce qu'on veut, c'est arriver à trouver des solutions. Mais il faut s'adapter. Il faut arriver à s'adapter. Et ça, c'est un message fort que je lance à toutes ces personnes, que ce soit de la diaspora, que ce soit du Sénégal, qui quittent le secteur privé pour venir au secteur public. Il faut s'adapter. Sinon, vous n'allez pas tenir. Ça n'est pas aussi facile que ça, mais à force de persévérance, on peut parfois y arriver, mais c'est en général plus difficile. Plus difficile, mais vous avez fait le choix de changer de secteur. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas meilleure reconnaissance que de servir son pays. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas meilleur que ça. Travailler dans le privé, c'est facile, mais après, au bout d'un certain moment, quand on a envie d'aider son pays, il faut le faire. Moi, j'ai bénéficié de tout dans l'État du Sénégal. Et je pense que c'est comme ça qu'on va arriver à redresser nos pays. Il faut que chacun y mette du sien.
Mais naturellement, il faut aussi qu'on sorte de certains clivages où on nomme nos amis parce qu'on est dans le même parti politique. Ça, je pense aussi, il faut sortir de ce levier. Il faut aller chercher les meilleurs, parce que ce sont les meilleurs qui vont arriver à faire des résultats. Je pense que depuis 1960, on a toujours été dans des logiques partisanes. C'est vrai que sous les socialistes, on ne pouvait pas voir, parce que la communication n'était pas si développée, mais depuis 1960, on n'a fait que ça. Alors que les bonnes personnes, ceux qui font les changements, ceux qui sont forcément impliqués, ne sont dans aucun parti politique. Et je pense que l'alternance qu'on a eue en 2024 est un signal très fort. Ceux qui se sont battus ne sont pas forcément dans les partis politiques. Moi, j'ai vu des gens comme le docteur Abdoulaye Bousso, j'ai vu le professeur Babacar Gaye, j'ai vu Aline Tine, j'ai vu beaucoup d'autres qui sont dans aucun parti politique, mais qui se sont battus pour des changements. Il y a encore des milliers qui se sont battus pour des changements qui n'appartiennent à aucun parti politique. Et je pense que le jour où dans le pays, on fera le shift en disant on va chercher les meilleurs des Sénégalais, sans tenir compte de leur appartenance politique, pour construire ce pays, je pense qu'on pourra aller très très loin. Il y a des prémices, tout n'est pas parfait, toute œuvre humaine est perfectible, mais je pense qu'avec ce régime en place, il y a des prémices pour que demain on arrive à construire un Sénégal qui ne soit pas le Sénégal d'un parti politique, mais qui soit le Sénégal de l'ensemble des Sénégalais. D'accord. Et notamment de la diaspora. Et, voilà. Et notamment de la diaspora. Je pense que la diaspora peut apporter beaucoup, beaucoup à nos pays. Mais il faut que cette diaspora arrête de se mettre dans une posture de contestation dans les pays où ils sont. Si les Juifs aux États-Unis sont capables d'influer la politique des Américains en Israël, si les Coréens sont aussi capables d'influer la politique de certains des pays où ils sont nombreux dans leur pays d'origine, c'est que d'abord, ils ne s'excluent pas, ils s'intègrent dans les sociétés. Et là, après, on peut dire comment nous allons faire pour que ces pays puissent investir beaucoup plus dans nos pays. Et je pense que ça, c'est le gros problème de la diaspora africaine. Nous sommes dans des pays d'accueil, nous refusons de nous intégrer forcément, mais nous sommes surtout dans des postures de contestation. Alors que si cette diaspora avait vraiment joué son rôle d'intégration, on aurait eu des Sénégalais dans des positions très fortes dans les gouvernements français, américains. Et là, on peut dire, les gars, allons essayer, venez, investissez beaucoup plus dans mon pays d'origine. Et je pense que ça, c'est le shift qu'il faudrait arriver à faire. Malheureusement, la diaspora, très souvent, elle est beaucoup plus souvent contestataire qu'autre chose. Mais je pense que l'atout de la diaspora, c'est surtout autre chose. La diaspora voit ce qui se fait de mieux dans les pays développés et qui peuvent être répliqués ici. Et je pense qu'il faut qu'on trouve des passerelles. Aujourd'hui, pour que cette diaspora, on puisse capitaliser son expérience. Dans les pays comme le Maroc, quand vous avez quelqu'un de la diaspora qui rentre, il y a un bureau d'accueil qui s'occupe de l'intention de venir jusqu'à l'installation. Ici, quand vous avez quelqu'un qui vient de la diaspora, qui va s'installer, si un investisseur, une fois sur deux, il se fait gruger. Et rien ne se passe. Une autre fois, s'il veut venir s'installer, mais il est complètement perdu. Et pourtant, cette personne a des connaissances extraordinaires. Je pense qu'une réflexion doit être poussée. Si je me souviens bien, le directeur général Lapix est en train de travailler sur ce volet pour voir dans quelle mesure on peut mettre une facilitation du retour des talents de la diaspora dans notre pays. On en a besoin. Mais c'est bien de parler de la diaspora. Mais il y a quelque chose qu'on doit éviter, c'est de penser que ceux qui sont là ne sont pas bons, c'est les gars de la diaspora qui vont développer le pays. Ça n'est pas vrai. Il faut une conjonction de tous les efforts, de tous les Sénégalais. Moi, je dis les meilleurs. Il faut qu'on s'assure que nous prenons les meilleurs. Que ce soit des gens de la diaspora ou que ce soit des gens qui sont restés localement. Mais il faut qu'on évite de faire cette séparation entre les deux. On a de très bonnes écoles qui forment de très bons ingénieurs, qui forment de très bons financiers. Mais je pense que c'est important de faire la part des choses. Mais le point clé, le tournant, c'est d'avoir une structure d'accueil de la diaspora. Le point clé également, c'est que la diaspora puisse influencer dans les pays d'accueil où ils sont. Il faut que la diaspora puisse influencer les politiques de ces pays sur des pays comme le Sénégal de façon positive et ne pas se mettre dans une position de contestation, de contestataire. D'accord. Tout à l'heure, vous disiez vous avez choisi le secteur public pour pouvoir servir davantage votre pays. Oui. Raison pour laquelle vous êtes aussi entré en politique, j'imagine. Oui, raison pour laquelle je suis entré en politique. Mais pourquoi nous en sommes à cette situation?
Parce que vous, moi, dans le passé, comme beaucoup d'autres ont dit, la politique, ça ne m'intéresse pas. Mais si vous dites la politique ne m'intéresse pas, mais les politiciens vont faire la politique à votre place et vont prendre des décisions qui vont impacter sur la génération future. Notre pays, personne ne va le fabriquer pour nous. Et ce n'est pas en étant dans la passivité qu'on va faire la politique. Et malheureusement, il y a une perception de dire que tous les politiciens sont, excusez-moi du terme, pourris. Et ce n'est pas vrai. Si on prend la définition de la politique, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la chose publique. C'est quelqu'un qui s'intéresse à la gouvernance de son pays. Je pense qu'il n'y a aucun complexe à dire, moi je viens faire la politique pour servir mon pays, mais pas pour autre chose. Et je pense que tous les Africains, je ne parle pas des Sénégalais, la situation de nos pays en Afrique est tellement critique que personne ne doit se mettre en retrait. Nous devons tous nous impliquer fortement si nous voulons arriver à changer ce pays positivement. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Les années vont être très très difficiles. On a une... Moi, quand je vois la jeunesse de notre pays, j'ai peur. Je ne suis pas du tout rassuré parce que les défis sont énormes. Vous avez une population qui vous avez des ressources qui se raréfient, une population qui est multipliée par 2 tous les 25 ans. Comment vous allez faire? Vous savez, récemment, on a gagné les élections législatives. On a eu 80% de députés. Les gens jubilés, mais moi j'ai peur, je me pose beaucoup de questions. Ma question, c'est demain, comment on va régler ça? Les Sénégalais nous ont tout donné. Ils nous ont donné 54% aux élections législatives. Ils nous ont donné 80% des députés. On a pris tous les postes à l'Assemblée nationale. Il n'y a plus d'excuses. D'autant plus que vous avez en face de vous une population qui est devenue, je pense, très, très, très exigeante. Et qui est exigeante à juste raison. Elle a le droit d'être exigeante. On a vendu un projet de société. Maintenant, il faut délivrer. La vraie question, elle est là. Ça ne sera pas facile. Parce qu'on est un pays très pauvre, mais très, très pauvre, très endetté. Et il faut trouver des solutions. Il y a 2 leviers sur lesquels on ne doit pas louper le coche. Les Sénégalais ont faim. Il faut qu'ils arrivent à manger. Il faut une bonne éducation. C'est important. Il faut que le Sénégalais puisse aller se soigner. Je pense que ça, c'est des points sur lesquels le président de la République est très conscient et va pousser ses équipes à travailler dans ce sens. Après le reste, tout ce qui est infrastructure, qu'est-ce qu'on va faire sur le plan macro, ça peut attendre. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est de régler le problème de l'emploi des jeunes, les Sénégalais puissent manger à leur faim, puissent se soigner et puissent avoir une éducation de qualité. Ça ne sera pas facile parce qu'on n'a pas d'argent. Mais ça, c'est la réalité. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est tenir aux populations un discours de vérité. Qu'est-ce qui peut être fait sur le court terme? Qu'est-ce qui peut être fait sur le long terme? Et poser des jalons très forts qui rassurent. Et je pense que c'est dans ce sens que le président de la République s'inscrit. PASTEF, vous faites partie de PASTEF qui est parti au pouvoir. Ouais. Alors, un parti qui est caractérisé par la masse de jeunes. Comment se passe la cohabitation? Je ne dis pas que vous n'êtes pas jeune. Hein. Ah non, je suis très vieux. Je suis très vieux. Mais je pense que c'est des générations différentes. C'est normal qu'il y ait des conflits. Mais je pense que cette jeunesse doit savoir une chose. Nous ne sommes plus dans l'opposition. Nous avons le pouvoir aujourd'hui et notre rôle, c'est de trouver des solutions. La posture qu'on avait en étant dans l'opposition n'est plus... Il faut oublier ça, c'est fini. Maintenant, ce qu'il faut, c'est avoir une autre posture. Dire qu'est-ce que nous allons faire pour régler le problème des populations. C'est un parti jeune composé de beaucoup de jeunes. Parce que la jeunesse était très frustrée. Et si on ne règle pas les problèmes de la jeunesse, de cette jeunesse, elle va nous tourner le dos. C'est-à-dire qu'il faut être réaliste et froid dans les analyses. Cette jeunesse est venue à nous parce qu'elle prenait les pirogues, parce qu'elle avait des problèmes d'emploi, parce qu'elle n'arrivait pas à manger à sa faim, parce qu'elle n'avait pas un bon système éducatif, parce qu'elle n'arrivait pas à se soigner. C'est pour ça que cette jeunesse était venue par rapport au projet de société. Mais si on ne règle pas le problème de cette jeunesse, ben, elle va simplement nous tourner le dos. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se mettre au travail. Il n'y a pas autre chose à faire. C'est tout. Et justement, ce n'est pas une question de parti politique, à mon humble avis. C'est l'avenir de notre pays. Et je pense que tout le monde devrait s'impliquer. Quand je dis tout le monde, je ne parle pas forcément des politiques, mais je pense que c'est tous les Sénégalais qui ont une expertise. Mais il faut aller les chercher, ces Sénégalais-là. D'où la nécessité, à mon humble avis, de sortir dans des logiques partisanes. Il faut mettre les meilleurs Sénégalais aux meilleures positions et on arrivera à trouver des solutions à notre pays. Aujourd'hui, vous gagnez
les élections, l'élection présidentielle haut la main, puis les élections législatives, vous n'avez plus d'excuses. Maintenant, les gens doivent s'attendre à quoi de parti de PASTEF? On a gagné les élections présidentielles à 54%. On a gagné les élections législatives à 80%. Je vais dire, il n'y a plus d'excuses. Macky Sall était là, ce discours c'est fini. Les gens attendent qu'on trouve des solutions, mais comme j'ai dit tout à l'heure, la situation du pays est très critique, très difficile. On n'a pas de solution demain, après-demain. Il n'y aura pas de solution à court terme parce qu'il n'y a pas l'argent. Maintenant, ce sur quoi je pense que le président de la République travaille d'arrache-pied et demander à toutes ses équipes de se mettre au travail et travailler sur les 3 piliers. Les Sénégalais doivent se soigner, les Sénégalais doivent pouvoir manger à leur faim, les Sénégalais ont le droit d'avoir une qualité de santé et régler le problème de la jeunesse. Mais ça passe par la bonne gouvernance. Et je pense que depuis son installation, le président de la République a posé des actes très forts. Mais le discours de vérité que nous devons tous tenir, je dis tous, je ne parle pas de passé, c'est les Sénégalais, c'est que les problèmes d'emploi de la jeunesse, on ne peut pas les régler en un an. Ça n'est pas possible. Parce que notre industrie n'est pas aussi bien structurée pour créer autant d'emplois. Et on parle souvent d'agriculture, mais l'agriculture compétitive, c'est une agriculture qui est fortement mécanisée et qui n'emploie pas de main-d'œuvre. Je pense qu'on doit réfléchir un peu sur notre modèle de création de richesse. Mais déjà, si on règle ces priorités, travailler sur l'emploi des jeunes, le problème de la faim, le problème de la santé, le problème de l'éducation, sur les 2 ans, ça doit être la priorité du gouvernement et je pense que ça l'est. C'est là qu'on nous attend, c'est pas ailleurs. Le discours, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est maintenant au pouvoir. On a tous les leviers pour dérouler notre plan. Mais ça va pas être facile. Il faut dire la vérité aux gens. Poser des actes très forts qui rassurent. Et je pense que c'est ce qui est en train de se faire. Donc vous êtes confiant? Je suis confiant, mais je ne suis pas optimiste. Je ne suis pas optimiste BA. Je suis confiant, mais ça va être très difficile. Je pense qu'il faudrait que les gens le comprennent et qu'on l'explique aux populations. Parce que quand vous ne dites rien, les gens vont penser que ça va être facile. Le pétrole, ce n'est pas le pétrole qui va changer le cours de notre pays. Ça n'est pas possible, pour pas se faire de lésions. On parle de quoi? 750 milliards en moyenne par année? Mais ce n'est rien du tout. C'est à peu près, je pense, 15% du budget. C'est absolument rien. Si tu vois la croissance démographique, les besoins récurrents qui se multiplient tous les jours, le pétrole, ce n'est pas grand-chose. Je pense qu'il faut aller dans des combinaisons économiques beaucoup plus complexes. Et quel serait votre message à l'endroit des populations qui nous regardent? Oui, mais le message, c'est que nous sommes à un tournant important où notre pays peut sortir de cette situation, se redresser. Mais ça ne sera pas quelque chose qui va se faire sur 2 ans. Il y a des générations qui devront se sacrifier au travail, se sacrifier par la privation si nous voulons construire un autre Sénégal. Et moi, je pense que c'est possible. Parce que nous n'avons pas seulement les ressources humaines, les ressources naturelles. Ce qui est plus important pour un pays, c'est les ressources humaines. Et je pense que nous avons ces ressources humaines. Tout dépend maintenant de l'articulation politique que nous allons faire de ces ressources humaines. Et je reste persuadé que le président de la République, tout comme son Premier ministre actuel, sont dans cette logique, arrivés à redresser le pays pour que les jeunes Sénégalais n'aient plus à traverser l'océan pour aller chercher un Eldorado qui n'existe pas de l'autre côté de l'océan Atlantique. Et je pense que c'est possible. Mais ça ne peut pas être le travail d'un parti politique. C'est le travail de tous les Sénégalais. On ne fera pas également ça dans une logique partisane. On le fera en prenant, je le dis toujours, ça je pense que c'est très important, il faut qu'on mette les meilleurs Sénégalais, quelle que soit leur appartenance politique, dans les positions stratégiques les plus importantes si nous voulons arriver à développer ce pays. Tous les autres pays font la même chose. Si vous faites la même chose pendant longtemps et que ça ne marche pas, et vous continuez à faire la même chose, ça ne marchera jamais. Et je pense que depuis 1960, depuis les socialistes, c'est ce qui s'est toujours passé. On a été toujours dans une logique partisane. Et je pense que le score que le président Bassirou Diomaye Faye a eu, le score qu'on a eu aux législatives, c'est que les Sénégalais nous disent « Nous voulons que vous changiez ce pays, vous avez tous les leviers et faites ce qu'il faut ». Et je pense qu'on va y arriver. Et vous faites assez souvent référence à la diaspora parce que vous avez vécu à l'étranger et travaillé à l'étranger pendant plusieurs années. Alors,
revenir au Sénégal est un pari risqué? Je n'ai jamais quitté le Sénégal, à mon avis. Non, D'accord. je n'ai jamais quitté le Sénégal. Mais revenir au Sénégal n'est pas un pari risqué. Moi, je pense que quelqu'un qui travaille au Canada, en France, pendant 20 ans, qui veut rentrer, il doit se mettre dans la tête qu'il est dans la même posture que le Français, qui est resté en France, qui n'a jamais travaillé, qui vient s'installer au Sénégal. La couleur de la peau ne signifie absolument rien. S'appeler Diop, Ndiaye, Faye ne signifie absolument rien. Le contexte dans lequel nous travaillons n'a rien à voir avec le contexte dans lequel nous travaillons. On travaille en Occident. Il faut s'adapter. Si vous ne vous adaptez pas, ce qui va se passer, vous allez prendre vos affaires au bout de 3, 4, 5 mois et retourner. Il faut s'adapter. Ça n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas parce que vous mangez du thieboudion en France, vous le mangez au Sénégal, vous venez travailler au Sénégal, vous pensez que c'est la même chose. Ça n'est pas pareil. Il faut s'adapter, comme l'expatrié qui vient. Il faut regarder les habitudes des gens, voir comment ils travaillent. Je ne vais pas dire être un peu laxiste, mais accepter qu'il y a des comportements avec lesquels il faut faire si vous voulez avancer. Sinon, vous n'arriverez à rien. Tous ceux qui n'ont pas, je dirais pas échoué, hein, tous ceux qui n'y sont pas arrivés, c'est parce que quand ils sont venus, ils ont voulu calquer exactement la même façon de faire de l'autre côté qu'ici. Étant entendu que c'est cette façon de faire qui est la bonne. C'est cette façon de faire qui est la bonne. Le travail, c'est le travail. Le travail, c'est la rigueur. Le travail, c'est arriver à l'heure. Le travail, c'est délivrer ce qui est attendu. Le travail, c'est pas arrêter pour aller à un baptême, c'est pas venir à 10 heures, c'est pas ne pas respecter les rendez-vous. C'est pas ça le travail. Le travail, c'est ce qui se fait de l'autre côté qu'il faut arriver à mettre en place ici. Mais si vous voulez le faire de but en blanc, vous n'arriverez pas. Parce que malheureusement, c'est pas ça nos codes. Mais je pense qu'on n'a pas le choix. Comme je le dis encore une fois, on a besoin de reconstruire notre pays. On a besoin de donner de la confiance aux jeunes. Et ça, on ne peut l'obtenir que par le travail. Ça ne peut pas être l'affaire de Sénégalais de la diaspora ou de Sénégalais du Sénégal. Ça doit être l'affaire de tous les Sénégalais. Tout comme ça ne peut pas être l'affaire d'un parti politique, ça peut être l'affaire de militants de partis politiques. C'est également l'affaire de tous les Sénégalais, mais de tous les Sénégalais les meilleurs dans leur domaine. C'est ce qu'on cherche. Parce que quand on cherche un pouvoir, on prévoit un projet, on promet un projet de société, on promet un bien-être. Ce bien-être, on ne peut l'avoir que par le travail. Et je pense que ça, tout le monde doit le comprendre et aller dans ce sens-là. Avant de finir, Diomaye Faye, Sonko, dualité ou pas? Il ne peut pas y avoir de dualité entre les deux pour ceux qui les connaissent. Ce que les gens oublient, ou bien confondent très souvent, c'est quand ils voient Diomaye, le président Diomaye Faye, ils voient Abdoulaye Wade, ils voient Macky Sall, ils voient dans une moindre mesure Abdou Diouf, ils voient dans une moindre mesure également Senghor. Un président qui a tous les pouvoirs, qui a droit de vie et de mort sur tous les citoyens. Diomaye n'est pas omnibulé par le pouvoir. La différence, elle est fondamentalement là. C'est un président de la République qui connaît ses rôles, qui a beaucoup de recul. Vous avez vu où le président Diomaye pendant les élections législatives? Vous ne l'avez pas vu. De la même façon, quand les gens voient Ousmane Sonko Premier ministre, ils font référence à Amadou Ba. Ils font référence aux anciens premiers ministres qui n'existaient que de nom. En réalité, c'est le président de la République qui a décidé de tout. Ousmane Sonko, ce n'est pas sa nature. En fait, je pense que les gens se trompent de référence. C'est pour ça qu'ils pensent qu'il y a une dualité. Il n'y a pas de dualité. Un État doit fonctionner comme ça. Même si dans la Constitution, il y a des choses à ajuster, mais le chef du gouvernement, on parle de chef du gouvernement, c'est toi qui dois conduire la politique du président de la République. Et on a vu sous les anciens régimes, le ministre des Finances, qui ne parlait même pas au Premier ministre, il allait directement s'adresser au président de la République. Peut-être c'est ça qui nous a amené toutes les dérives que nous avons connues en termes de malgouvernance en réalité. Mais je pense qu'un pays doit fonctionner comme ça. Bon, peut-être que maintenant, il y a des ajustements qu'il faut faire au niveau de la Constitution, mais si on veut comparer Diomaye à Abdoulaye Wade, Macky Sall, Senghor ou Abdou Diouf, Ousmane Sonko, on veut le comparer à Amadou Ba ou aux autres premiers ministres, mais on va toujours penser qu'il y a dualité. Il n'y a pas du tout de dualité. Moi, je suis heureux que ce pays fonctionne comme ça, avec un Premier ministre qui met la main à la pâte,
qui prend les décisions, mais qui se fait attaquer, justement, parce que les gens, quand ils ont des reproches à faire dans la gouvernance, ils disent c'est le Premier ministre. En effet, c'est le Premier ministre. Je pense que le président de la République prend de la hauteur et fait ce qu'il faut, conduire la grande diplomatie de ce pays après le restauration. Moi, je pense qu'on a besoin de réformes très profondes pour consolider ce qui est en train de se faire aujourd'hui, avoir un Premier ministre qui soit très fort et responsable devant l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Lassana. Merci Wally, c'est un énorme plaisir. Merci beaucoup. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, il est là. On a un beau pays à construire. Et un pays, je pense qu'on ne le construit pas dans la division. Je pense qu'il faut qu'on travaille pour les générations futures, pour que nos jeunes n'aient plus à traverser les océans pour aller chercher un paradis hypothétique qui n'existe pas de l'autre côté. On peut tout trouver dans ce pays si on se met au travail, si on se met ensemble. Et j'insiste encore une fois, si on met les meilleurs Sénégalais, quelle que soit leur appartenance partisane, dans leur meilleure position stratégique de notre pays, sinon on n'y arrivera pas. Merci. Merci encore une fois. Merci.